Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la série de l'IA. Et pour celui-ci, un épisode tout particulièrement destiné à l'UX design. Avec vous aujourd'hui, j'ai une membre de mon équipe, Cordélia Ouelparent, donc qui est UX UI designer, et moi-même, donc UX UI et responsable du studio. Courte présentation d'Adimeo pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Donc, nous, notre challenge au quotidien, c'est de vous accompagner pour faire du digital le levier de votre croissance. Et nos défis, c'est de vous accompagner à chaque étape de votre transformation digitale, que ce soit pour la création de nouveaux produits, pour tester de nouvelles organisations, de nouvelles techniques et de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Et ça, en tant que UX, ça nous tient particulièrement à cœur. Nous créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes sur mesure. Pour cela, on se base sur 4 piliers d'expertise qui sont le conseil à stratégie, le design et l'innovation qui portent donc toute la recherche utilisateur, l'UX et la direction artistique dont Cordélia et moi faisons partie. Puis il y a la production technique, le développement et le marketing digital. Au programme aujourd'hui, une petite heure pour balayer grandement le sujet de l'IA basé sur l'UX design. Donc, on va d'abord faire un très court topo de l'IA et après, on va vous présenter quelques outils d'IA qui existent et on va les jalonner sur chaque phase du design thinking, donc de l'immersion jusqu'à l'évaluation, le test, pour voir aussi parler de ses limites. Et on vous a mis enfin un glossaire où vous pourrez retrouver tous les liens quand vous téléchargerez cette présentation. Donc, l'objectif de ce webinaire, effectivement, c'est de faire un tour d'horizon des usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'UX design. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est encore très lointain? Comment nous, on commence à l'utiliser avec toute l'éthique qu'il faut avoir en tête. Et donc, on va vous donner quelques tips de prompts pour, en tant qu'UX designer ou penseur d'un produit, puisque vous-même, vous êtes sûrement amené à réfléchir à des produits digitaux et les IA peuvent vous aider à ping-ponger avec cet outil pour arriver à développer déjà à ce stade une vision du produit qui sera transmise du coup par d'autres designers et qui pourront tirer la pelote de ce que vous avez en tête. Ça vous donnera des possibilités d'arriver limite avec déjà des mini-prototypes que vous pourrez passer à votre designer en brief. Et tout ça pour réduire le fossé d'interprétation entre ce que vous imaginez et le designer qui va, entre guillemets, vous accompagner à l'exécuter, à donner naissance à votre projet. Donc, on va voir tout ça. Pour cela, alors, au contexte, donc l'IA, effectivement, est un grand chantier. C'est un grand sujet que nous, en tant que groupe de digital transformateur, on se doit de prendre en main avec toutes les précautions qu'il faut avoir. Donc, les titres parlent effectivement de nouvelle ère industrielle et c'est important de pouvoir s'emparer du sujet. Nous, notre posture, c'est que c'est un outil. C'est un outil donc, qui ne va pas remplacer l'humain et la créativité. En revanche, si on ne s'empare pas du sujet, c'est possible que d'autres humains nous dépassent. Donc, c'est important que nous, on ait ce regard de décrypteur et de early adopters pour après vous accompagner dans les usages. Ce qu'on note, c'est que pour l'UX design, ça va surtout développer de l'efficience et une capacité à prendre en charge plus de tâches. Et on va vous montrer comment.
Donc, très bref topo pour le sujet, poser le contexte du sujet de l'IA. Donc, ouais, ce sont des machines logicielles basées sur de l'algorithme pour aider l'homme dans son quotidien. Comme on l'a dit, pour nous, c'est un outil. Il y a plusieurs types d'outils IA et chacun a sa fonction comme dans une boîte à outils. On n'utilise pas un marteau comme on utilise une vis. Ça n'a pas exactement la même fonction. Donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les forces et les faiblesses de chaque outil et de voir comment on peut s'en servir pour venir développer et compléter notre boîte à outils de compétences. Ouais. Au niveau des IA, il y a différentes IA. Il y a les IA de recommandation, Amazon, Netflix, Twitter, les chatbots type Alexa, Siri et les reconnaissances faciales. On ne va pas aborder ce type d'outils aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on va se baser sur l'IA générative, type ChatGPT Bard, donc qui se base sur du textuel, donc avec des prompts, et les multimédias qui nous permettent de générer via un prompt des images. Donc ça va plutôt aider les directeurs artistiques et la partie vraiment UI. On va donc commencer notre route vers le design thinking. Donc, le design thinking, c'est une méthode qui nous permet d'arriver à un produit fini assez rapidement en passant par chaque phase, une phase d'immersion où on va pouvoir se mettre en empathie avec les utilisateurs, les parties prenantes. On va définir le besoin des parties prenantes, avoir leur vision, poser une proposition de valeur et donc arriver avec une bonne définition du besoin, enfin de l'outil qu'il va falloir générer. Puis on va avoir une phase d'idéation qui nous permet de générer des idées pour encore plus affiner le besoin. Par exemple, si à la fin d'une définition de besoin, on sait qu'on doit avoir une cartographie et une recherche, et ben, pendant l'idéation, on va venir on va venir générer des idées pour savoir comment vont être placées ces fonctionnalités, puisqu'il y a plusieurs façons de les interpréter. Et donc, c'est encore une base d'affinage en collectif, puisque c'est des ateliers de génération d'idées. Puis après, il y a la génération, le prototypage, le maquettage, etc. Et après, l'évaluation, le test. Donc, c'est comme ça qu'on va jalonner cette présentation, puisque c'est en gros la méthode UX au global. Donc, bonjour à tous. Donc, on va commencer avec la phase d'immersion. Donc, la phase d'immersion, ça va vraiment nous permettre en fait de comprendre et de s'acclimater à un nouveau écosystème et parfois même de s'immerger dans un domaine qu'on ne va pas forcément connaître. Donc là, dans ce cas-là, ce qui peut être assez intéressant, c'est d'utiliser donc ChatGPT. Donc c'est vrai que tout au long du webinaire, on va beaucoup vous parler de ChatGPT parce que là, on vous parle surtout des pratiques qu'on utilise actuellement. Il y a aussi Bard qui est arrivé, comme on l'a évoqué précédemment. Nous, on ne l'utilise pas encore tout à fait, mais c'est vrai qu'il peut être, on va dire, sensiblement identique potentiellement pour des choses où on vous parlera de ChatGPT. Donc c'est, voilà, à prendre un peu en compte. Et je voulais faire un petit avant-propos par rapport aussi à ChatGPT. Donc, en fait, pour avoir vraiment des prompts de qualité, c'est vrai que idéalement, ça serait bien d'utiliser la version payante, en fait, qui permet d'accéder à des fonctionnalités et surtout à un contenu qui sera plus personnalisé selon votre type de profil. Donc, potentiellement, si vous êtes un UX researcher, vous êtes un enseignant, en fait, il va s'adapter au niveau du langage et des retours qu'il va vous faire pour que ce soit vraiment spécifique à vous et que ça puisse vous parler, en fait. On peut aussi intégrer des captures d'écran. Donc, en fait, il y a vraiment un large panel de possibilités avec ChatGPT payant. Si c'est pas possible, ce qui n'est pas toujours le cas, si on utilise la version gratuite, c'est vraiment très important. En fait, vraiment poser un maximum le contexte avec beaucoup d'infos et aussi d'être directif, en fait, dans nos souhaits pour que vraiment les prompts puissent se configurer dans un état d'esprit et vraiment aller à l'essentiel en termes des réponses qu'ils vous fourniront. Voilà. Donc, en tout cas, ChatGPT, c'est vraiment
un vrai levier de gain de temps pour la rédaction. C'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Donc, dans cette phase d'immersion, donc je retourne sur cette phase d'immersion, avec ChatGPT, comme je parlais auparavant, on peut vraiment faire face à un écosystème qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on peut potentiellement lui demander vraiment d'avoir de la compréhension sur un domaine un peu plus spécifique et les utilisateurs de cet écosystème. Donc là, on vous parle d'un exemple de prompt, mais vraiment, tout est après à faire en concordance avec vous, votre milieu, vos secteurs, vos besoins. Mais là, par exemple, en exemple de prompt, on pourrait dire voilà, quels sont les points de douleur d'un maire qui utilise l'intranet de sa mairie si on est sur un marché public et qu'on doit créer un intranet pour la mairie. Voilà, ça peut déjà nous donner quelques pistes pour comprendre un peu ce domaine. On peut aussi l'utiliser pour expliquer des termes complexes. Ça veut dire que si on sait qu'on a en face de nous, un client avec une faible maturité digitale, on peut demander à ChatGPT, OK, est-ce que tu peux expliquer le terme user journey à un client qui possède une faible maturité digitale en utilisant justement des analogies et des exemples auxquels il pourrait se référer. Donc, ça peut être encore une piste. Une troisième piste, ça serait aussi d'analyser et résumer un contenu. C'est-à-dire qu'on peut, nous, lui donner un large texte et en fait, après, lui demander de nous résumer vraiment en 5 points principaux le contenu qu'on aura affiché pour vraiment avoir les valeurs qui vont ressortir, les valeurs importantes. Après, évidemment, il y a toujours un travail de l'humain derrière, mais ça permet de pré-mâcher pas mal les choses. Et une quatrième piste encore pour cette phase d'immersion, ça peut être aussi trouver une fonctionnalité un peu spécifique pour inspiration. Par exemple, on a relevé dans l'écosystème, etc., qu'il y avait une fonctionnalité, je sais pas, de reconnaissance vocale, mais on n'a pas forcément en tête là tout de suite toutes les plateformes qui proposent cette fonctionnalité. Donc, on peut demander tout simplement, voilà, liste-moi les plateformes qui proposent la fonctionnalité de reconnaissance vocale. Et ça nous permettra après de pouvoir étudier chacun des acteurs qui auraient été cités. Donc ça, c'était pour la phase d'immersion. Ouais. Je vais juste compléter, effectivement. Donc, en résumé, on voit bien que cet outil peut aider le designer qui est parfois un peu… Alors, ça ne remplace pas le dialogue qu'il faut avoir avec le client et les utilisateurs, mais très en amont de phase pour pouvoir s'immerger plus rapidement dans cette phase où parfois il est un peu seul. On voit que ça aide le designer à ne pas rester dans une espèce de jeu d'échecs qui ferait tout seul dans son cerveau. Donc, ça lui donne comme un collègue ou une personne pour ping-ponger et pour pouvoir cross-checker un peu les intuitions qu'il pouvait avoir et le nourrir en inspiration, en benchmark, en compréhension des enjeux des sujets plus rapidement que s'il avait à faire une grande session de benchmark pour trouver effectivement, parfois on est amené à faire des benchmarks sur des sujets assez niches et c'est difficile d'écumer le web pour trouver les bons exemples, la bonne pépite qui fera mouche et qui correspond aux besoins. Et là, on voit que ChatGPT peut nous faire gagner du temps. Donc, on arrive ensuite à la phase de définition de besoins. Donc, c'est une phase qui est toujours forcément liée un peu avec la phase d'immersion. C'est vraiment deux phases très proches. Là, l'idée, ça va vraiment être de se mettre à la place de l'utilisateur pour mieux pouvoir cerner ses besoins. Donc, on va encore une fois utiliser ChatGPT. Donc, on peut potentiellement, pour essayer de le comprendre un peu plus, lui demander de nous lister les jobs to be done pour une application mobile si on sait qu'on travaille pour un musée européen et qu'on sait qu'on veut s'occuper vraiment de tout le parcours de réservation en ligne, lui demander les jobs to be done par rapport à ça. Si vous avez des questions sur le jobs to be done, je sais qu'on va vous mettre un petit lien. Voilà, c'est très, très brièvement, ça permet de comprendre les motivations profondes de l'utilisateur. En fait, en se concentrant sur les raisons pour lesquelles un client va vraiment acheter le produit. Voilà, en fait, s'il a un marteau, enfin, si on reprend l'exemple par exemple d'une perceuse, etc., ça va vraiment être, il veut pas acheter la perceuse. En fait, le but c'est qu'il veut faire un trou dans le mur, donc c'est pour ça qu'il a besoin de la perceuse. Donc c'est vraiment comprendre en fait la finalité. Ça permet de se mettre en position de conception utilisateur, orienté utilisateur. On s'oriente sur son besoin final et pas, enfin, sur son but final à régler.
et pas sur l'achat en lui-même, la technologie. Exactement. Donc ça peut être, par exemple, voilà, une première piste. En deuxième piste, on peut aussi l'interroger sur, donc le questionner sur un parcours. En fait, tout simplement, ça va nous éviter d'installer X applications, d'aller regarder X sites, de s'inscrire X fois, enfin, de se créer X comptes. Ça va pas forcément encore une fois faire tout, mais ça va nous donner déjà une première vue. Donc on pourrait demander, voilà, quel est le parcours d'un utilisateur là sur un site bancaire, si on sait qu'on veut s'intéresser à un site bancaire en l'occurrence. Et en troisième point, on peut aussi l'interroger sur des bonnes pratiques. Donc, si on sait qu'on s'intéresse là, dans ce cas-là, à une mutuelle, mais que c'est un peu pareil, on n'a pas forcément en tête tout ce qu'il faut avoir, tout ce qu'il faut mettre, on peut l'interroger sur les bonnes pratiques. Donc voilà, donc sur une page d'accueil d'application mobile d'une mutuelle, quelles sont les informations les plus souvent affichées, et ça nous permettra, encore une fois, un peu de benchmarker d'une certaine manière. Ça nous relistera des grandes lignes. Ça pourra nous permettre après voilà, de potentiellement sortir une arborescence, des choses comme ça, mais c'est des débuts. En tout cas, voilà, c'est d'immiscer le mouvement. Et après, donc, pour aller plus loin, on vous met des petites choses comme ça d'autres IA nous, on n'a pas forcément encore utilisées. Donc, il y a l'IA de Notion. Donc, l'IA de Notion peut permettre en fait d'analyser et un peu identifier des patterns qui seraient récurrents en relation avec la problématique de l'utilisateur. Une fois qu'on lui aura donné du contenu, ça permet vraiment de faire les regroupements. Après, je vous laisserai creuser si ça vous intéresse plus ces choses-là, parce que nous, on n'a pas encore mis totalement le nez dedans. Et il y a aussi l'IA Speech to Text qui permet de retranscrire un audio en texte. Donc, typiquement, si vous avez plusieurs interviews utilisateurs, ça permettra de le retranscrire. Vous pourrez après revoir les verbatims qui sortent de là. Donc, ça refait tout un travail de fond qui nous fait gagner du temps et de l'efficience, etc. Voilà. Ensuite, on arrive donc à la phase d'idéation. Donc là, maintenant qu'on a vraiment la problématique vraiment définie, on peut commencer à réfléchir aux potentielles solutions en utilisant l'IA dans un processus un peu de création, mais plutôt d'intelligence collective, faire émerger de nouvelles idées. Donc là, l'IA sera vraiment comme un vrai partenaire. Donc, on retrouve toujours ChatGPT. Donc, cette fois-ci, plus pour vraiment nous suggérer des ateliers, des types d'icebreakers qui seraient peut-être plus en lien avec la problématique, avec les utilisateurs. Voilà, pour vraiment essayer toujours de fitter au maximum. Ça peut aussi nous identifier un peu des trous dans les processus, hein. C'est-à-dire que ça peut générer une sorte de checklist, et ce qui nous permet, nous, de vérifier qu'on est vraiment toujours à jour ou qu'on suit bien une certaine méthodologie et qu'on n'a pas oublié quelques étapes, par exemple. Ensuite, on a Galileo. Donc ça, Galileo, c'est pas encore disponible. On en parle parce qu'il a l'air assez intéressant. Il permettra vraiment de générer des maquettes vraiment UI, donc User Interface, modifiables sur Figma par la suite. Là, pour le coup, faudra voir à quel point l'outil sera développé. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant en termes d'idéation de sortir plusieurs maquettes et de voir de multiples choses. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait, il y a une énorme base de données de personnes qui ont fait déjà des designs, des designers qui ont posté des choses et qui sont récupérables et qui, pour le coup, permettent de ne pas tout le temps réinventer la roue sur certains codes du UI qu'on connaît bien, quoi. Et après, dans la même veine un peu, on a Wizard. Donc Wizard, lui, il est disponible. Il va avoir, on trouve, hein, à titre personnel, une petite limite dans le sens où il permettra pas de remplacer vraiment un designer totalement UI. Donc on l'a aussi incorporé dans cette phase d'idéation parce que pour nous, on trouve que c'est vraiment un bon outil pour vraiment avoir des premiers briefs de maquettes. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir poser des choses potentiellement plus concrètes, visuelles, donc ce qui pourrait être un peu plus parlant, et ça nous permettra vraiment d'explorer différentes formes de rendu. Voilà. Par exemple, sur un 6-to-1, donc c'est un exercice où, par exemple, si on se dit, on va parler par exemple, de la recherche, comme je le disais, ça peut avoir une interprétation différente.
des représentations différentes. Et donc, si on a 6 personnes qui font le même exercice d'écrire un prompt pour dire moi, je vois une recherche en plein milieu de la page comme Google, ou je vois une recherche un peu comme un chatbot, ou avec ces ou, cet outil Wizard va pouvoir en fait faire une très courte ébauche. Donc, au lieu de le dessiner à la main, on peut déjà avoir un rendu qu'on va pouvoir manipuler après. Et donc ça, après, vous pouvez donc le mettre en... Vous pouvez après le mettre en collectif pour arriver à une seule interprétation voilà, en démocratie de ce que va être la recherche que vous souhaitez mettre en place. C'est voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être intéressant. Voilà, de remplacer un peu le côté croquis, même si le croquis reste hyper utile et pour pouvoir échanger. Et après, donc, par rapport après à cette phase d'idéation, on arrivera sur la phase de génération. On va retrouver forcément d'autres outils qu'on aura vus aussi en idéation. Je pense qu'on peut mettre Donc cette phase de génération, l'idée c'est vraiment de donner vie en fait aux idées qu'on aura un peu fait émerger en phase d'idéation, afin de mesurer un peu leur potentiel. Donc là, on va vraiment avoir donc à nouveau Galileo et Wizard, forcément parce qu'on va pouvoir les utiliser un peu comme des templates. Ça va nous générer des maquettes et on les utilise comme des templates, comme on peut actuellement aussi utiliser des templates avec la communauté de Figma, etc. Donc là, ça sera un peu la même chose. Et après, évidemment, l'idée, c'est de les adapter aux contraintes de notre propre charte, avec nos couleurs, nos typos, etc. Enfin, tout notre design system, en fait. À savoir que Wizard, il permet aussi une collaboration en simultané des maquettes. Donc, à voir de quelle manière après on souhaite travailler sur Wizard, le basculer, l'utiliser, l'exporter. Enfin, il y a plusieurs vraiment possibilités qui existent. Et dans cette même veine, on a aussi Magician. Donc Magician, il permet la génération en fait d'icônes et de visuels. Donc ça veut dire grâce à un prompt, on s'économise en fait beaucoup de temps de recherche en disant voilà, je souhaite avoir un picto comme ci comme ça, je souhaite avoir un picto avec une main qui tient quelque chose, et ça va nous générer en fait les éléments. Et c'est vrai que parfois on cherche un peu, on perd quand même pas mal de temps à chercher des éléments. Pareil pour les visuels. Donc là, ça va vraiment nous proposer une large donnée. Et on a aussi toute cette notion de copywriting. Donc ça veut dire si on a une phrase qui est vraiment intéressante, parfois, c'est vrai que les clients ont besoin un peu de se projeter et on a quand même besoin de pas vraiment écrire du lorem ipsum partout. Et donc là, ça peut être pas mal de dire, OK, j'ai cette phrase-là, mais je sais qu'il faut que je réécrive à nouveau quelque chose un peu dans cet esprit-là, mais voilà, je suis pas UX writer, je sais pas exactement ce qu'il faut écrire. Et on peut lui donner cette phrase-là et ça nous remplacera en fait la phrase, mais en maintenant le contexte de départ. Donc ça peut être encore une fois une bonne idée pour nous aider à après modifier certains mots si on le souhaite. Donc là, ça va vraiment être les Magician, Wizard et Galileo. On va être plus sur tout ce qui va être la génération d'icônes, de templates, de maquettes. De l'autre côté, on a donc DALL-E et Midjourney. Donc DALL-E et Midjourney, ça va vraiment être plutôt les génératives, on va dire, de multimédia visuel pur. Donc là, Midjourney, il passe par le canal Discord. Il y aurait une sorte de rumeur, ou en tout cas, il se serait dit qu'il sortirait en tant que site lui-même, mais voilà, c'est à creuser. Pour l'instant, c'est pas encore totalement clair ou officiel. Donc ça permet la génération d'images. Et DALL-E, c'est la même chose. Il faut savoir qu'en fait, pour accéder à la version de DALL-E, ce qui est pas mal, c'est de passer par Bing Image Creator, qui est vraiment accessible depuis Bing. Et là, vous aurez, on va dire, 100 crédits que vous pourrez utiliser. On n'est pas encore arrivé à 0. Je crois que quand on arrive à 0, ça ralentit beaucoup, mais on peut toujours générer. À confirmer, on n'est pas encore arrivé à 0 de notre côté. Mais sinon, si vous passez par le site officiel, là, pour le coup, ça nécessite vraiment l'achat de crédit tout de suite pour pouvoir générer des images. Donc,
je vous conseille fortement de passer par Bing si vous souhaitez en tout cas le tester et l'utiliser un peu au quotidien. Voilà. Et on a toujours donc ChatGPT qui va encore une fois nous permettre parfois de pouvoir écrire voilà, que ce soit du contenu, si on a besoin de boutons d'action très impactants, mais on n'a pas toujours le wording pour ça, et ça peut être pas mal de l'utiliser pour des cas comme ça, si on a un peu des paragraphes à écrire et qu'encore une fois le client a besoin de se projeter, ça peut être un bon usage. Il y a juste un petit disclaimer sur DALL-E et Midjourney. Il faut savoir qu'ils ont un petit point faible. Ils ont une petite incapacité à vraiment reproduire du texte, que ce soit un mot ou une phrase. Donc c'est vraiment des générateurs d'images. Et donc si on souhaite avoir un mot précis ou une phrase sur le mot, ou on souhaite avoir un logo avec un mot, je vous déconseille de passer par eux parce que le rendu est vraiment pas pas vraiment cohérent par rapport à notre demande, quoi. Ouais. Voilà. Faudra passer par un designer pour ajouter donc à l'image le texte que vous souhaiterez y apposer. Voilà. N'hésitez pas, on balance beaucoup de jargon. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'éclaircir. Oui, tout à fait. On a phase de questions vers le dernier quart d'heure. Et pour aller plus loin, on a donc plein d'autres plugins Figma aussi qu'on vous a listés là. Donc Ando, Automator, Wireframe Designer, Relum, Ipsum, Majestic. Enfin, ça va vraiment être différents plugins. Il y en a qui vont nous permettre de renommer plusieurs trucs en même temps, d'autres qui vont nous permettre de, voilà, encore une fois, créer du texte, de changer des frames, il y a énormément de choses. Il y a de plus en plus d'IA qui se créent. Après, c'est voilà. Là, si on souhaite les voir, il faut vraiment essayer d'être curieux et de commencer à les utiliser doucement. Voilà, nous, on vous donne des noms, on a commencé à en utiliser certaines, mais il y a encore énormément de choses à voir. Et puis justement, après, pour pouvoir juger aussi du potentiel et de la nécessité de chacun. On passe ensuite à la dernière phase. Donc là, ça va être la phase d'évaluation. Donc la phase vraiment où on va tester nos maquettes, on va voir un peu comment les retours utilisateurs, si ça s'adapte aux besoins. Donc là, on peut avoir différentes formes de tests. C'est pas forcément la phase qu'on pousse le plus, nous, actuellement. On l'a un peu creusé, mais je sais qu'il y a encore d'autres choses qui se font. Il y a Odaptos, qui va plus vraiment être pour les UX researchers, parce que là, ça va vraiment être sur une phase de test un peu pure et dure, où on va vraiment analyser les émotions des participants. Ça permet d'identifier vraiment les émotions qui se passent sur le visage à l'instant T. Et en fait, ça va beaucoup aider au niveau du travail de retranscription vidéo. Voilà, c'est encore une fois un peu comme le speech to text. Ça veut dire que ça permet après d'avoir une retranscription et ça nous fait gagner un temps fou en fait. Encore une fois, après il y a un travail à faire, un peu de vérification, mais on va dire que ça pré-mâche le travail d'une bonne manière. Et on a aussi Attention Inside, donc là qui va plus être un plugin Figma. C'est un peu une heat map, ça veut dire donc une carte de chaleur qui permettra de visualiser vraiment les zones de focus des utilisateurs. Vous savez si ils ont vraiment passé plus de temps à un endroit qu'à un autre endroit. Ça permettra de se dire, ok, cette fonctionnalité est finalement bien mise en valeur, celle-là n'est pas été mise en valeur. On voit qu'ils sont plus de ce côté-là. Et selon les hypothèses qu'on a et selon si on souhaitait je sais pas, avoir une navigation fluide, un contenu mis en avant. Est-ce que voilà, ça nous permet après de voir beaucoup de choses des cartes de chaleur. Donc c'est vrai que pour ça peut être intéressant. Et après, on a d'autres plugins, encore une fois, qui sont listés un peu plus bas. Donc Relum Ipsum, Ogo, DesignLint, Cube, Majestic. Voilà, je vous laisserai creuser un peu tout ça. Il y a énormément de choses. Je pense qu'on peut conclure un tout petit peu, donc ouais. En parlant effectivement des limites. Voilà, des limites. Donc on a vu un peu tout le potentiel et tout ce que ça pouvait amener de positif et c'est super. Et ce qui est encore plus super, c'est d'avoir en tête les limites pour pouvoir justement jauger de la bonne efficience de ces outils. Donc pour que les designers travaillent avec les systèmes IA de manière la plus responsable et éthique possible,
Et surtout, ils doivent toujours veiller à ce que l'expérience utilisateur soit au cœur de leurs préoccupations, parce que c'est leur travail même. Il faut savoir que les IA ont toujours un petit souci avec le design éthique et inclusif. Donc, on sait qu'une IA générative, elle est entraînée via des données qui sont générées par les humains. Et vous avez peut-être entendu parler un peu de toutes les IA qui étaient un peu sexistes et racistes. Donc forcément liées à nos propres biais, et donc c'est vraiment des miroirs de nos propres stéréotypes et nos propres biais. Donc il faut toujours les juger en conséquence par rapport à ça. Ce qui serait idéal, ce serait qu'il y ait de plus en plus une mise à jour des données. On en parle et c'est en train d'être fait pour justement éviter ce souci en fait d'inclusivité et d'éthique. Au niveau de l'éthique aussi, on peut aussi parler, voilà, c'est aussi compliqué ce sujet. Nous, on est assez, on essaye d'être assez rigoureux sur la sobriété numérique des projets qu'on propose. Et en même temps, voilà, on sait que ces outils consomment énormément de ressources. Donc, c'est pour ça que, voilà, il faut vraiment... nous, on a ce regard de pouvoir le décrypter, mais on est souvent amené à travailler donc avec le secteur public, et on se doit d'être en exemplarité si dans le brief il y a une notion voilà, de sobriété. On peut se poser la question de est-ce qu'on est sur des projets no AI, no IA, et il y a ce point-là, et aussi le point de vue RGPD. Voilà, si mon client me donne une base de données et que si je la mets dans un outil IA qui va recouper des patterns, ça pourrait m'aider. Ok, ça pourrait m'aider, mais n'empêche que ces informations qui sont potentiellement sensibles, même si j'ai fait tout ce qu'il faut au niveau sécurité, on ne sait pas demain comment tout ça peut être traité. Donc, il y a vraiment un champ de mine à déminer, entre guillemets. Et c'est pour ça que nous, on a un œil de décrypteur, mais on essaye aussi de ne pas tomber dans ces pièges pour voilà, essayer de rester dans de l'éthique. Voilà. Faire le tri de tout ça et pas non plus faire tout à fait le mouton. Voilà. On en est vraiment là, chez Adimeo, dans une expérimentation, une réflexion de comment on peut prendre ce sujet. Oui, bah, tout à fait. C'est vrai qu'il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. En second point, on aurait vraiment donc faire le tri, comme on a parlé Daniel, faire vraiment une sélection. En fait, une IA générative, elle génère, donc elle génère, il faut lui dire stop. Il y a un surplus d'idées et d'informations, donc ça c'est le travail de l'humain de ressortir en fait les points clés, vraiment faire le tri par rapport à ça. Et je ne sais pas si vous avez forcément entendu parler avant du terme un peu des hallucinations. Donc, les hallucinations, c'est tout simplement l'IA qui raconte, on va dire, vraiment n'importe quoi. Et ça, forcément, on ne peut pas vraiment le savoir si on n'est pas dans le domaine. Donc, c'est un peu lié aussi déjà à certaines données, dans le savoir qu'il y a les IA qui ne sont pas forcément toujours toutes... là, je vais parler pour certaines IA textuelles, mais qui avaient des soucis par rapport aux dates historiques. Donc, quand elles ne savaient pas par rapport à ça, certaines s'arrêtaient et d'autres commençaient à dériver et à raconter n'importe quoi. Donc là, ça peut un peu berner les personnes qui ne sont pas vraiment au courant. Donc ça, il faut toujours aussi être à même par rapport aux hallucinations. Et on a justement cette source de données, donc ça se base sur des données un peu historiques qui étaient parfois limitées dans le temps, donc ça c'est voué à changer avec entre les ChatGPT version premium, etc. À savoir que ça ne va pas remplacer ce qu'on va appeler la recherche utilisateur vraiment qualitative. C'est-à-dire que l'interview de l'utilisateur dans un contexte, dans son contexte, du guérilla, des choses comme ça c'est vraiment toujours hyper nécessaire. Et les IA ne remplaceront pas cet échange vraiment et ce contact direct qui est primordial, surtout en UX Research et dans des phases de recherche primaire. Voilà.
Ça va aussi nécessiter l'humain. Donc, comme on l'avait vu avec au tout début, comme on avait expliqué, avec il y a l'humain, il y a son outil avec le marteau, etc. Bah, l'humain, c'est lui qui tient le marteau, donc c'est lui qui va créer le prompt qui générera les éléments. Et donc vraiment, l'IA a pas de sens de l'initiative. Il va pas se réveiller et commencer à vous proposer des choses, en fait. C'est vraiment vous qui êtes à la base de la demande, de sa demande. Voilà, donc c'est à savoir, et savoir aussi qu'il va pas s'adapter aux émotions ou aux motivations humaines. Donc c'est dans ces cas-là où il remplacera pas vraiment ce qu'on disait avec du qualitatif et de l'humain. Voilà, il va avoir un raisonnement assez rationnel. C'est un savoir unique. Donc, comme on l'expliquait encore une fois au tout début avec les outils d'une boîte à outils, et bah, ça veut dire que ça pourra pas combiner plusieurs compétences. Donc, ça peut pas être curieux et stratégique, ça peut pas résoudre un problème et être créatif. Enfin, ça saura vraiment faire une seule chose, et une seule chose très bien, et c'est même capable de nous battre sur certaines choses très bien au niveau des jeux d'échecs, etc. Comme ça avait été sorti au tout début avec les toutes premières IA. Mais par contre, si on le met sur un autre domaine, il sera incapable de faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est là où c'est très important de connaître la valeur ajoutée de chaque IA, mais de savoir qu'elles ont aussi chacune les défauts de leur qualité. Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, ça va vraiment être que, alors, l'IA, elle n'est pas forcément nécessaire. Nous, on fait un tour d'horizon de l'IA. Ça veut dire qu'actuellement, c'est un peu une invention. Voilà. Et ça deviendra vraiment une innovation quand ça sera adopté par le public. Là, c'est encore une invention. Il y a certaines personnes qui s'y intéressent, d'autres pas, d'autres qui trouvent ça très bien, d'autres qui en ont peur, d'autres qui sont mitigés. Et c'est très bien. Enfin, chacun se fait son propre avis dessus. Il y a un gros challenge de l'IA, comme je l'expliquais aussi au tout début, c'est il faut lui fournir de la donnée structurée pour vraiment obtenir des résultats cohérents. Si on lui fournit pas de données structurées, si on n'est pas clair dans ses prompts, si on n'a pas un contexte qui est posé, si on n'est pas directif, on n'aura pas des résultats de qualité, en fait. Et ce qui est un peu dommage. Donc ça nous demande, nous aussi, un travail. Ça peut pré-mâcher et nous aider à beaucoup de choses, mais ça nous demande, nous aussi, un travail vraiment de nous habituer. De quelle manière est-ce qu'on va lui parler? Comment est-ce qu'on va tourner nos éléments pour obtenir le meilleur? Et surtout, si on est peu habitué à cet usage, on peut vraiment commencer tout simplement avec quelques petits plugins. Je parlais des plugins de Figma parce que c'est plusieurs choses qu'on a utilisées, mais il y a des plugins dans plein d'autres domaines. Et pour débuter et se familiariser un peu en douceur avec, ça peut être une bonne chose pour les personnes qui sont un peu plus réticentes au début. Donc, ça, c'est un peu ce qui est bon de savoir. Et ce qu'on a vu justement ensemble pendant ce webinaire, c'est que ça nous permet de vraiment gagner en rapidité, en efficience. Tout simplement parce qu'on automatise vraiment des processus qui peuvent être parfois un peu longs. Et en automatisant ces processus, ou alors quand l'IA analyse beaucoup de données à notre place, ça nous permet en fait au designer pendant ce temps-là, oui, il peut aller se faire un café entre-temps, mais après il revient. Et surtout, il a du temps pour se concentrer vraiment sur des tâches qui lui demandent lui vraiment un jugement humain, des motivations humaines, des émotions. Parce qu'on a beau croire qu'on est souvent orienté par notre rationnel, c'est vrai qu'il y a souvent de l'émotionnel qui rentre un peu en compte. Donc l'humain a besoin vraiment de cette mise en empathie qui est parfois nécessaire. Et donc là, pour le coup, ça nous fait gagner du temps pour se concentrer dessus. C'est aussi tout un aspect de personnalisation. On va vraiment créer des solutions qui vont être encore plus personnalisées et en adéquation avec les profils, parce qu'on aura vraiment défini très bien les besoins, on aura essayé de coller au plus à ça, on aura vu encore plus l'écosystème, peut-être d'autres acteurs de l'écosystème auxquels on n'aurait pas pensé ou qu'on n'aurait pas forcément trouvé tout seul. Donc ça nous permet après d'encore plus fitter à l'utilisateur. Et de l'innovation et de la créativité, parce qu'on aura de l'émergence, encore une fois, de nouvelles idées. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des idées qu'on n'aurait pas trouvées tout seul. Encore une fois, voilà, l'humain peut aussi très bien s'en sortir tout seul. Mais c'est juste qu'on aura eu plus de temps et vous le savez tous, voilà, on a du temps de charge, de ressources et parfois on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Et donc là, au moins, avec ces éléments-là, ça nous aura permis de
trouver plus de choses sur un atelier qui aurait dû durer 3 heures, qui aurait été peut-être fatigant pour tout le monde. Bah là, finalement, on fait un atelier que de 2 heures parce qu'on aura gagné 1 heure avec l'IA pour pré-mâcher des éléments, trouver des idées, d'autres solutions innovantes, etc. Voilà, donc ça rejoint le point de rapidité et d'efficience encore une fois. Ça accélère la capacité à faire des pas de côté, donc voilà, qui permet d'innover. Voilà. Ok. Et bah pour conclure, on vous a juste mis un petit glossaire très rapide de toutes les IA qu'on a pu survoler un peu ensemble. Voilà, c'était toutes les IA dont on a un peu parlé, et à savoir qu'il y avait toujours les IA sur lesquelles on pourra aller un peu plus loin dans chacune des phases, qui ne sont pas reprises ici. Et voilà, de toute façon, vous aurez accès au support que vous pourrez regarder à tête reposée. Et vous voulez voir si vous aviez peut-être, si vous aviez eu des petits soupçons, si vous avez deviné tout au long du webinaire, le petit fun fact. On a essayé vraiment de coller le plus possible à la problématique du webinaire. Donc c'est vrai qu'on a fait que toutes les images de cette présentation, elles ont été vraiment générées par une IA. Et donc en l'occurrence, on les a toutes générées avec DALL-E. Voilà. On n'a pas utilisé tous nos crédits, mais c'est vrai que ça nous a permis encore plus de... On a utilisé pour vous. Mais c'est vrai que c'était intéressant vraiment de creuser. On vous a pas beaucoup parlé de tout l'aspect des présentations, des slides, des PowerPoints. Il y a énormément d'IA qui vous aident aussi à faire des présentations. Si vous n'avez pas forcément les templates dans votre boîte, ou si vous manquez d'idées, c'est vrai qu'encore une fois, là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et potentiellement, il y a les banques d'images libres de droit qu'on peut connaître, voilà, Unsplash, Pexel, tout ça. Mais si vous voulez avoir quelque chose peut-être d'un peu plus personnalisé, ou qui colle à quelque chose de particulier, bah, sachez que voilà, vous pouvez aussi les utiliser pour vos présentations, comme on l'a fait nous de notre côté. Voilà, nous, on vous accompagne évidemment pour tous ces sujets-là. Si vous avez besoin de benchmark, de conseils, voilà, pour faire, si vous voulez avoir un rendu de notre veille ou de l'état de l'art de ce qui se fait sur certaines pratiques, on est là voilà, pour vous accompagner. On va pouvoir, avant de conclure, passer à la phase des questions. On va regarder donc les questions qui sont épinglées dans notre chat. Pour un logo, peut-on passer par DALL-E? Alors, oui, on peut passer par DALL-E. Le petit point faible dont je parlais précédemment, c'était au niveau du texte. Si vous souhaitez vraiment avoir un texte particulier, vous pouvez tenter, mais je vous dis, vous allez être un peu déçu, risque de pas forcément très bien le retranscrire. Donc, par contre, pour générer un logo, on va dire plus picto, une image, des choses comme ça, là, vous pouvez complètement, il y a aucun souci, amusez-vous, faites des tests. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des lettres, que ce soit des lettres, des mots, des phrases, il faut pas s'attendre à quelque chose de très précis, quoi. Et je pense que après, pour des raisons rigoureuses de print et de prérequis de comment ce logo que vous aurez généré, donc pour le trouver, ces outils sont très bien. Mais je pense que si en interne, vous n'avez pas la compétence donc voilà, de direction artistique pour avoir un fichier propre qui peut être réutilisé plus tard, ouais, il faut se méfier. Je ne pense pas qu'on puisse générer un logo et se dire, OK, c'est bon, je peux en faire un 4x3, etc. Derrière, il faudra forcément passer par une expertise voilà, d'un DA, de repasser ça sur des outils pour calibrer voilà, ce que le monde des impressions ou du digital auront besoin pour intégrer ça dans un site. Ça va évidemment toujours dépendre en fait des contraintes que vous avez. Si vous avez besoin d'avoir, comme disait Daniel, le logo dans certains formats, SVG, PNG, etc., de l'avoir dérivé, décliné dans différentes couleurs, inversions de couleurs, etc. On a aussi le format, si vous souhaitez avoir un format paysage, etc. DALL-E, ça va être un format carré. Il y a vraiment, encore une fois, ça dépend de vos contraintes. Ça remplacera jamais totalement l'humain, donc c'est vrai qu'il y a besoin de l'humain pour encore beaucoup de choses, hein, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est... Peut-être que demain, effectivement, on pourra faire le logo et puis appuyer sur un bouton et tout générer bien comme il faut.
pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Voilà, en tout cas, c'est très bien pour commencer à avoir des idées, faire émerger des choses et potentiellement avoir déjà un petit logo, quelque chose. Si ça vous convient de cette manière-là et que ça répond à vos exigences, tant mieux, ça peut faire une partie du travail. Ensuite, je vois donc l'IA sur Adobe XD, c'est d'actualité. Alors nous, c'est vrai qu'on travaille de moins en moins avec Adobe XD. Alors après, tu m'arrêtes, Daniel, si je me trompe. Donc, on a moins creusé cette partie-là. On a creusé un peu plus sur Figma, ce qui se faisait, parce que il y avait cette histoire de rachat d'Adobe par Figma, enfin de Figma par Adobe, Oui. pardon. Et on l'a moins creusé. Donc là, pour ça, pour le coup, je pourrais pas forcément vous répondre. Je sais pas forcément si c'est quelque chose qu'ils ont souhaité. De ce que j'ai lu, moi, c'est que en fait, Adobe se concentre et d'ailleurs on est un petit peu à l'arrêt parce qu'il y a eu ce stop dans le rachat. On sait que Adobe, ils ont Firefly, Voilà. donc voilà, là qui permet qu'on vous a cité en exemple, qui permet de générer des images et des pictos, etc. Est-ce que demain il va y avoir un point avec XD? Peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour faire ce pont-là. Et nous, on check les signaux faibles. Et même nous, on se pose la question, Adobe, est-ce qu'ils vont garder XD ou pas? Est-ce qu'ils vont le renforcer? Puisqu'ils ont arrêté de faire des mises à jour pendant un moment. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient encore racheter Figma? Voilà, là, on reste très attentiste. On suit bien ce sujet pour voir si Adobe XD continue à être une bonne option. Nous, là, on est plus centré Figma, mais si des clients arrivent avec une exigence, parce qu'ils ont déjà commencé à faire des choses, un design system qui existait déjà sur XD, on l'a et ça marche très bien. Oui, on travaille encore sur XD. Ça va être une sorte de proportion et de balance. Justement, donc là, il y a un module de génération d'images de type DALL-E ou Midjourney sur Adobe. Donc oui, tout à fait, le Adobe Firefly. On l'a évoqué au tout début, c'est un peu comme Bard. Bon, Bard, pour le coup, c'est du texte comme ChatGPT. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités. Nous, on l'a pas creusé, donc c'est vrai qu'on l'a juste évoqué. Je vous laisse le creuser, ça vous intéresse. Nous aussi, on le fera, je pense, dans un point un peu ultérieur. Firefly, c'est un peu la même chose, on l'a évoqué. Pour l'instant, nous, on l'utilise pas énormément. Donc, je sais voilà, c'est très bien pour continuer des images, modifier des éléments. Un peu comme beaucoup d'IA, il y a justement, comme le stipule Adeline, il n'est pas top au niveau des visages. Les visages, les mains, tout ce qui est corps humain, il y a beaucoup d'IA qui sont un peu limitées voilà, sur les humains pour reproduire des éléments. C'est vrai que je crois que celui qui sort un peu du lot, mais bon, il y a encore beaucoup d'IA qui arrivent, mais je crois que celui qui sort du lot, c'est quand même Midjourney, pour justement retranscrire un style graphique. Par exemple, je voudrais une image dans l'esprit de Van Gogh, ou je crois que là, par rapport à Dali, par rapport à, justement, il va être plus impactant, mais nous, on l'utilise pas trop pour l'instant. Comme il est sur Discord, c'est vrai que c'est un peu plus, on trouve de notre point de vue limité, mais on attend la mise en site rapidement. Donc c'est vrai qu'Adobe Firefly, les images, ça se voit. Hein. On l'utilise. Ça se voit. On peut vite repérer les patterns des images, voilà, de garçons ou de filles. Même sur Instagram, ça se voit. Les producteurs de contenu qui utilisent ces outils, limite on peut voir que ça vient tous de la même source d'images, quoi, à la base. Et donc ensuite, il y a la question de Michael. Donc vous disiez que Dali n'était pas adapté à la génération de texte ou de phrases. Du coup, quelle méthode avez-vous utilisée pour générer votre présentation? Donc, c'est que les images qui ont été générées. Pardon, petite précision. oui. Les textes, on les a bien écrits nous-mêmes. Oui. Il n'y a que la génération des images pour illustrer les intercalaires, les intersections qu'on a utilisé que de l'image. Par contre, tu peux peut-être préciser un peu le prompt que tu as utilisé, Cordélia, parce que c'était un peu comme si tu avais donné une direction artistique. Oui, c'est vrai que j'ai donné un peu une direction artistique aux images pour qu'elles aient une cohérence au sein de la présentation et qu'elles,
dans une juste mesure, hein, parce que c'est jamais encore très évident de manier justement ces IA. Je pense que ça demande un peu un travail, un petit travail quotidien. Mais c'est vrai que je lui ai demandé de générer des images un peu dans un style d'illustration. Il faut savoir qu'ils aiment bien générer des images très, 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 très fournies. Donc, c'était pas forcément ce que je souhaitais. Mais j'essaie de lui demander de générer des images un peu plus en style d'illustration, avec pas trop de couleurs, peu de motifs, hein, et dans un esprit un peu minimaliste. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que toutes les images ont été générées par les IA, mais tous les textes ont été écrits par nous pour le coup complètement. Et on c'est voit vrai donc que qu'il y a quand même une certaine cohérence. Voilà, tu as gardé une certaine cohérence pour tes images. oui, après, il y a du travail à faire encore, mais c'est vrai que on trouvait un peu intéressant de faire un petit clin d'œil pour vous montrer que voilà, ça peut être aussi, peut-être pas pour toute une présentation, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand vous avez 40 slides, mais voilà, si vous en avez un peu moins et vous avez 5 images à générer, et cetera, ça peut être une bonne idée, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être directif dans nos recherches, sinon il a tendance à vraiment s'éparpiller, à faire des choses très compliquées et c'est pas toujours ce qu'on souhaite. Voilà. Et pour conclure, Fredo, eh ben, oui, on pense comme vous. Il faut voir le futur, mais oui, si la fusion a capoté, il risque de garder ce logiciel pour ce segment d'usage et d'y intégrer probablement les features qu'il y aurait dans Firefly. Et voilà, comme ça, ils auraient un outil combiné. En tout cas, on l'espère. Comme ça, on sera équipé des deux côtés. Alors, on va se mettre Merci. sur le dernier slide pour Oui, vous, voilà, pour annoncer le prochain pour vous parler du prochain webinaire après la pause de Noël. Donc voilà, le prochain webinaire, c'est le 8 février à 11 h. Et on va parler donc de projet numérique en 2024. Questionner, ben voilà, on reste sur la série de l'IA. Questionner l'usage de l'IA dans une exigence de sobriété et d'authenticité. On l'a, nous, évoqué en limite. Et donc, vous aurez tout le champ de ce sujet-là couvert par ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à Passez vous. une bonne journée et de bonnes fêtes. Bonne fête à À bientôt. tous. Merci.